recherches sur la révélation du VIH/SIDA, des discours et des recherches qui vont varier en fonction des normes, parfois contradictoires. Je vais parler un petit peu de comment la question sur la révélation du statut VIH, elle a été posée en sciences sociales. Alors déjà, en fait, pour commencer, je voudrais dire que la question de la révélation ou non du statut VIH dans les sphères privées et publiques, elle est en tension en fait entre les intérêts privés et les intérêts publics. Donc au niveau des sphères privées, elle est en tension entre les normes de prévention et les normes de respect de la confidentialité. Et dans la sphère publique, elle est en tension entre à la fois la stigmatisation et les enjeux de déstigmatisation de l'épidémie par la révélation publique du statut VIH, dont je vais reparler par la suite. Alors cette question de la révélation ou non du statut VIH, elle va également être modifiée par les avancées médicales et la question du traitement comme prévention ou de charge virale indétectable, dont on sait peu encore comment ces concepts sont véhiculés, utilisés, appropriés par les soignants, les acteurs de lutte et les personnes infectées. Donc la révélation du statut VIH dans les sphères privées surtout, donc aux partenaires et aux proches, elle a été dans un premier lieu, elle a suscité déjà beaucoup d'études en sciences sociales en Afrique subsaharienne et elle a été prise en premier lieu comme un enjeu de santé publique. Et donc la non-révélation, c'était surtout la non-révélation du statut VIH qui était appréhendée comme un obstacle à la prévention et au traitement de l'épidémie. Et donc il y a eu toute une série d'études sur le lien entre la non-révélation du statut VIH et la moindre protection des rapports sexuels, la moindre adhérence au traitement ou encore les souffrances psychologiques. Donc ensuite, on a eu des études sur, donc vous voyez, la façon de nommer aussi le sujet change un petit peu, donc sur le partage de l'information sur le statut VIH, notamment dans le couple, qui a été envisagé en lien avec les inégalités entre les hommes et les femmes. Et notamment, il a été mis en lumière que finalement, surtout à travers les programmes de prévention du VIH, les programmes de transmission de la mère à l'enfant, c'était les femmes qui découvraient leur statut VIH en premier et c'était donc à elles que revenait la responsabilité de partager l'information sur le statut VIH. Donc première inégalité. Et puis il a ensuite il a également été montré que finalement les femmes qui partageaient le moins leur statut sérologique avec leur conjoint, c'était celles qui vivaient dans des unions polygames, en fait, qui étaient un lieu de concurrence entre les femmes. Donc ensuite, cette question du partage ou non de l'information sur le statut VIH, elle a été donc plus envisagée en lien avec les caractéristiques individuelles des personnes, mais plus en lien avec le contexte, notamment autour des travaux d'Alice Desclos. Et par exemple, il a été montré que en Tanzanie, au Kenya, qu'il y avait une injonction en fait à la révélation du statut VIH dans la sphère privée. Pour pouvoir avoir accès aux traitements antirétroviraux. Et dans d'autres contextes, donc il a été rapporté en fait que, notamment au Burkina Faso, que certains patients estimaient que le personnel soignant n'apportait pas suffisamment de soutien dans la gestion du partage d'informations sur le statut VIH aux partenaires ou aux enfants. Et puis aussi dans le cadre de ces études, en fait, ont été mis un petit peu à plat les différentes lois qui encadrent la révélation du statut VIH dans la sphère privée, et notamment dans certains pays, la criminalisation des personnes qui ne partagent pas leur statut VIH avec leur conjoint. Alors la révélation du statut VIH, elle peut également avoir lieu dans la sphère publique. Donc les travaux, il y a certains travaux d'anthropologues, donc on en a entendu parler hier, qui ont mis en lumière que la révélation, en fait, elle pouvait, l'injonction à la révélation, elle pouvait également s'imposer dans la sphère publique, donc avec le marché des témoignages.
Donc en l'absence d'offres généralisées de trithérapie et sous couvert d'empowerment des personnes séropositives, donc des témoignages publics en Côte d'Ivoire servaient de plaidoyer à l'époque pour donner un visage à l'épidémie au niveau international et ainsi avoir accès aux soins médicaux et à d'autres ressources. Ce sont les travaux de Vinky Nguyen. Donc la révélation comme injonction, en fait, elle est également observée dans différents pays, mais notamment en Afrique du Sud, où en fait il y a un modèle de résilience qui est nommé Living Positively, donc vivre positivement avec le VIH, qui est également observé en Thaïlande par exemple, qui est basé sur l'acceptation du statut VIH et sur l'inscription dans un groupe de pairs. Voilà. Donc certains chercheurs en fait expliquent ce modèle de résilience, mais sans finalement que les normes implicites véhiculées par ce modèle ou les possibilités différenciées des personnes de s'y conformer ou de s'en détacher ne soient toujours abordées. Donc cette perspective critique par rapport en fait à cette injonction à la révélation du statut VIH en fait, elle a été faite, mais dans d'autres contextes. C'est les travaux de Christophe Broca, donc en France, en fait, qui montrent en fait que la volonté de normaliser une différence en la rendant visible par le coming out, même dans un contexte de plus grande tolérance, tout du moins de principe, n'est jamais totalement sans risque et en raison des formes persistantes de discrimination. Donc on a aussi une série on voit émerger depuis le début des années 2010 une série de travaux en fait plutôt sur le secret en fait, sur le statut VIH, donc avec les travaux de Fabienne et Joaca, l'enfant gardien du secret. Il y a également un numéro spécial du journal Culture, Health and Sexuality en fait, qui interroge et qui remet en cause en fait l'hégémonique parler c'est soigner véhiculée en santé publique, donc autour du VIH mais aussi autour d'autres objets comme l'avortement. Donc il y a les travaux de Marie Gerblot-Blanc donc sur l'engagement associatif des femmes africaines dans la lutte contre le VIH, un arbitrage entre vulnérabilité et secret, qui montre en fait un résultat assez intéressant en fait, qui montre en fait que certaines femmes ne vont pas aller s'engager dans les associations pour pouvoir préserver non pas le secret du VIH, mais le secret derrière le secret du VIH, parce qu'elles ne vont pas correspondre elles vont pas rentrer dans le modèle des femmes victimes en fait et des hommes coupables, donc des femmes infectées dans le cadre conjugal. Voilà, donc c'est cette tension. Et puis, donc moi je me suis intéressée aussi aux usages genrés du secret sur les maladies chroniques chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, qui ont soit le VIH, soit l'hépatite B. Et ce que je trouvais intéressant en fait sur cette question, c'est d'aller un petit peu au-delà du lien entre la révélation ou non du statut VIH et les représentations sociales de la maladie, mais de se poser la question, donc en fait, qu'on ne révèle pas son statut parce que le VIH ou d'autres maladies sont stigmatisées, stigmatisantes, mais qu'on se pose la question en fait s'il n'y a pas d'autres rapports sociaux en fait qui vont influencer les usages du secret, et notamment les représentations du féminin et du masculin et les normes et les rôles différenciés qui leur sont associés. Donc notamment, ce que je trouvais intéressant de questionner, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une division de la parole dans l'espace, cette division de la parole dans l'espace public et privé, avec l'espace privé lié à la confidence et qui est plutôt associé au féminin, et n'aurait pas aussi un impact sur l'usage du secret. Et puis, oui ?
plus près du micro, ok. Et puis on en a entendu parler hier, en fait, ce qui est intéressant, la question qui est intéressante à se poser également, c'est la question des normes de la masculinité. Donc dans quelle mesure, en fait, le secret sur le VIH, mais finalement sur d'autres maladies, ne serait pas lié également à ces normes de masculinité, donc ces sentiments de force et de puissance, le souci de respectabilité, qui ferait qu'en fait un homme en fait aurait plus de difficultés, voilà, à dire sa maladie parce que ça serait montrer ses faiblesses et plus de difficultés à se confier. Donc sachant qu'en fait ces rapports de genre en fait en lien avec le secret, ils sont également à penser en articulation avec d'autres rapports sociaux, donc des rapports d'âge, de classe et d'origine. Donc je ne peux pas m'empêcher de vous présenter quelques chiffres en fait de l'étude parcours en fait que je présenterai plus en détail dans la prochaine session. En fait, donc c'est une étude qui a été réalisée chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui vivent soit avec le VIH, soit avec l'hépatite B en France. Et donc là, je vous montre juste un résultat très simple, en fait, qui sont les pourcentages d'hommes et de femmes qui déclarent n'avoir parlé à personne de leur maladie en dehors de leur médecin. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir comparer... En fait, comme on a deux maladies dont les représentations, le VIH et l'hépatite B, dont les représentations sociales sont quand même différentes, même si on sait que pour certaines personnes, en fait, il y a des... avec les travaux de Dolores Pourrette, en fait, on ne peut pas dire que l'hépatite B ne soit pas une maladie stigmatisante non plus. Mais en tout cas, ce que ces résultats montrent, c'est qu'au-delà de ces représentations sociales, la difficulté de parler de sa maladie, en fait, elle est quand même liée à des logiques genrées, puisque les pourcentages de personnes qui déclarent n'avoir parlé à personne de leur maladie sont plus élevés chez les hommes, avec des niveaux très proches, en fait, qu'ils aient le VIH ou l'hépatite B. Ce que je voulais dire également, c'est qu'il y avait une géographie sociale du secret. Et donc toujours avec les données de cette même étude, en fait, on regarde le secret vis-à-vis de tout l'entourage en France et dans le pays d'origine. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est la grande difficulté, quelle que soit la pathologie et quel que soit le sexe, de parler, en fait, de sa maladie avec l'entourage dans le pays d'origine. Alors, quelques perspectives sur ce sujet. Maintenant, la question de savoir, c'est si... je pense que c'est un petit peu admis maintenant qu'on peut étudier le secret sur le statut VIH comme un fait social, mais il reste à savoir si, surtout pour qui, et si ça représente une protection ou si ça peut entraîner un isolement. Et puis d'interroger aussi les normes qui sont véhiculées sur la question du partage ou non du secret sur le VIH dans différents espaces sociaux, donc associatifs et médicaux. Et je voulais parler aussi du projet Gundoso au Mali, en fait, qui est un projet qui vise en fait à accompagner les femmes à la fois soit en fait dans la révélation ou soit dans leur choix, soit de partager leur statut VIH avec leurs partenaires et leurs proches, soit aussi dans la gestion du secret. Donc cette question du secret, en fait, elle fait maintenant partie, c'est ce que je voulais dire, en fait, de la problématique autour de la question de la révélation ou non du statut VIH. Voilà, je vous remercie.